Bonjour à toutes et à tous. Il est 15h30. Je vous propose de démarrer ce webinaire et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce webinaire opérationnel intitulé « Préparez votre démarche Calliope ». Alors, Calliope, c'est ce nouveau label qui a été rendu indispensable par la loi Avenir Professionnel pour tous les organismes de formation ou les organismes concourant au développement des compétences qui souhaiteraient bénéficier de fonds publics ou de fonds mutualisés. Donc, ce webinaire vous est proposé par Via Compétences, le CARIFOREF Auvergne-Rhône-Alpes, dans des conditions bien particulières et inédites, auxquelles on commence malheureusement à s'habituer maintenant. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse de vous compter parmi nous, d'autant que vous êtes un peu plus de 450 à vous être inscrits à ce webinaire. Et je vous remercie vraiment pour votre confiance. Donc, je suis Véronique Spirito, chargée de mission ingénierie de l'orientation. J'ai la tâche aujourd'hui d'animer ce webinaire en compagnie de notre intervenant, Pascal Séniquette, qui est conseillère en formation continue à la DRAFPIC et également auditrice nationale pour le label Eduform, dont on en saura plus tout à l'heure. Pascal Séniquette donc, vous donnera toutes les billes pour pouvoir entamer votre démarche qualité et vous poser donc les bonnes questions pour réussir votre démarche. Alors, avant de démarrer, je voudrais simplement vous donner quelques conseils techniques donc pour profiter au maximum de ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vous conseille d'utiliser une communication filaire, donc ainsi qu'un casque et des enceintes. Vous pouvez bien sûr nous poser donc toutes vos questions par l'intermédiaire du chat, auquel je vois donc que certains ont déjà pris part, et c'est tant mieux. Donc, 3 modératrices de Via Compétences sont présentes sur le chat. J'en profite pour les remercier. Donc, Christelle Masson, Camille Vacossin et Aurélie Sabatier. Pardon. Donc, elles répondront aux questions donc, soit directement dans le chat ou sélectionneront des questions que je soumettrai donc tout à l'heure à notre intervenante. Deux dernières informations. Donc, le diaporama est téléchargeable sur le site, directement sur la plateforme Webikeo. Et dans quelques jours, donc, vous pourrez accéder au replay de ce webinaire et aussi, donc, dès la fin de ce webinaire, à toutes les ressources qui sont déjà en ligne sur notre site Via Compétences, donc une rubrique dédiée à la réforme et plus précisément donc à la qualité de la formation, et aussi donc d'autres ressources comme des vidéos dessinées ou d'autres replays de webinaires donc dédiés à la réforme. Donc à la fin du webinaire, de l'évaluer. Et puis ensuite, je vous enverrai donc par mail un questionnaire de satisfaction qui nous aidera donc à améliorer les prochaines éditions. Donc, je me tourne maintenant vers Pascal Séniquette. Donc, Pascal, je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation. Donc, si vous le voulez bien, donc, nous allons commencer par faire un rapide détail du contexte qualité dans lequel nous évoluons actuellement. Vous pourrez ensuite nous expliquer donc, la différence entre Calliope et les différents labels existants. Donc, vous pourrez ensuite détailler les caractéristiques des audits et puis les critères sur lesquels on peut se baser pour choisir le certificateur. Et enfin, donc, je vous laisserai nous expliquer donc, comment se déroulent les audits. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation et cette introduction. Et puis bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes déjà nombreux. J'ai eu un petit, peut-être ça va se reproduire. On a des petits soucis. J'ai perdu le diaporama à un moment donné, Véronique, comme vous tout à l'heure. Mais ça y est, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, écoutez, voilà le programme. Normalement, je vais présenter une petite demi-heure tout ça, et puis donc nos collègues qui sont à la modération pourront récupérer vos questionnements, vos interrogations, et Véronique me les poser par la suite.
Voilà, donc premier point dans cette présentation, le rappel du contexte de la qualité. Alors, vous inquiétez pas, on va pas tout reprendre, simplement redonner quelques points de repère, hein, ce qu'on a appelé l'acte 1 et l'acte 2 de la qualité. Donc, l'acte 1, la première étape, donc c'était la loi du 5 mars 2014, le décret du 30 juin 2015, décret du 30 juin 2015 sur la qualité. Donc, on avait 6 critères à l'époque. Euh, L'objectif, c'était améliorer la lisibilité, la relation de confiance, garantir le bon usage des fonds publics et mutualisés. Donc, on était déjà sur les fonds publics et mutualisés. Le décret du 30 juin 2015 nous a amené pour une partie des financeurs à la création du Datadoc, hein, l'entrepôt de données. Datadoc, je le rappelle, c'était un système de référencement, hein, à partir des critères sur 21 indicateurs, système de référencement qui est toujours valide aujourd'hui encore, hein, et qui amenait finalement un contrôle de la conformité sur des pièces. Voilà. L'acte 2 de la qualité, donc la deuxième étape, on va un peu plus loin, on prend en compte les premières années de fonctionnement, hein, la loi du 5 septembre 2018, et puis donc les décrets et arrêtés du 6 juin 2019, deux décrets, deux arrêtés. Voilà, on va plus loin. On va vers des exigences renforcées et on va vers une obligation de certification. Obligation de certification qui n'existait pas avec l'acte 1, avec la première étape de la qualité. Donc là, on a vraiment franchi un cran. Autre cran qui est franchi, c'est aussi donc de se dire, on crée un référentiel national sur la qualité, voilà, ce qu'on appelle le RNQ. Et à ce RNQ, on attache une marque de certification avec son petit nom, donc Calliope. Voilà. Ça fait un cran supplémentaire à franchir pour lequel il y a des délais qui sont donnés, délais qui ont été allongés là avec les ordonnances Covid et notamment l'ordonnance du 1er avril. Et donc l'échéance de la certification de Calliope qui était initialement prévue pour le 1er janvier 2021, sauf pour les CFA historiques, est reportée au 1er janvier 2022 pour tous les acteurs, quelles que soient les catégories d'action qu'ils dispensent. Voilà. À partir du moment, bien évidemment, où ils souhaitent être sur les fonds publics et mutualisés. Excusez-moi, on a perdu de nouveau la présentation. C'est pas très stable. Je vais essayer de la retrouver pour pouvoir continuer. Uh-huh. Voilà. Alors, si à chaque fois. Ah non, c'est bon, on ne l'a pas retrouvé au début. Voilà ce que je voulais dire sur ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Alors, ok. Donc, la loi de 2018, nouvelle définition de l'action de formation, parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. C'est la notion de parcours hein, qui est vraiment nouvelle dans cette définition. Et puis désormais, on a quatre typologies d'actions qui concourent au développement des compétences et rentrent dans le champ des dispositions qui sont relatives à la formation professionnelle. Alors vous les connaissez hein, depuis ces quatre catégories d'actions, la formation, le bilan de compétences, la VAE et la dernière catégorie, l'apprentissage. Alors vraiment ce qui est nouveau, en fait, hein, c'est de faire entrer l'apprentissage dans le champ de la formation professionnelle. Et ces quatre catégories d'action, enfin la définition de ces quatre catégories d'action va avoir une incidence aussi sur les exigences qualité, les exigences du référentiel national qualité, et puis ensuite la manière de certifier et la manière de mener les audits. Voilà. Donc tout ça, c'est le champ de la formation professionnelle. Et le référentiel répond donc à l'ensemble de ces quatre typologies d'action. Voilà. Donc le référentiel national qualité et les indicateurs par action. Alors, j'ai imaginé que le référentiel national qualité, vous le connaissiez ou pas, mais j'ai imaginé que vous le connaissiez, que vous l'aviez déjà vu, vous l'aviez déjà peut-être lu aussi le guide de lecture qui l'accompagne. Hein. Aujourd'hui, je vous rappelle, dans le guide de lecture qui accompagne le référentiel qualité, on en est à la version 5 du 28 février 2020. Hein, donc, il y a eu
quatre versions précédentes que vous trouvez sur le site du ministère du Travail notamment, parce qu'on les trouve aussi ailleurs. Donc, le référentiel national qualité, 32 indicateurs au total. Ces 32 indicateurs, on a des indicateurs qui sont communs. Donc, on a 22 indicateurs qui sont communs aux 4 catégories d'actions: formation, bilan de compétences, VAE et apprentissage. Puis, on a des indicateurs qui sont des indicateurs spécifiques à une, deux, trois ou trois catégories d'actions, parce que ces 4, ils sont communs. Pardon, je me suis laissée emporter. Ce qui fait que, par exemple, en ce qui concerne la catégorie des actions de formation, les actions de formation sont concernées par les 22 indicateurs communs du référentiel national qualité, plus 6 indicateurs qui spécifiquement parlent des actions de formation. Voilà. Pour les bilans de compétences, c'est 22 plus 2. Pour les actions permettant de faire valider la VAE, c'est 22 indicateurs. Et pour les actions de formation par apprentissage, c'est 22 indicateurs plus 10. Donc, vous voyez, pour l'apprentissage, c'est l'ensemble du champ du RNQ, c'est-à-dire les 32 indicateurs qui sont concernés. Voilà. Par exemple, un organisme de formation qui ferait des actions de formation et de l'apprentissage, eh ben, lui serait concerné dans son entier par les 32 indicateurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur sur le RNQ et les indicateurs par action. Alors, je vous ai parlé du guide de lecture, donc guide de lecture qui, lui, précise aussi un certain nombre d'éléments. D'abord, si les indicateurs sont communs ou spécifiques, précise aussi des éléments de glossaire parfois, précise les éléments de preuve et précise un certain nombre d'éléments sur les non-conformités. Non-conformité mineure ou non-conformité majeure, on y reviendra. Et il précise aussi éventuellement à certains moments des obligations spécifiques sur une, deux ou trois des catégories d'actions, les CFA, les centres de bilan de compétences, la VAE, voilà. Et il détermine le niveau attendu. Mais ça, vous avez toutes les indications dans le guide de lecture. Il vous est ou il vous sera précieux. En synthèse de cette première partie, donc c'est de dire que les actions concourant au développement des compétences, ces 4 catégories d'actions. On a un référentiel national et une certification unique qui s'appelle Calliope, donc c'est la marque de certification attachée au référentiel, qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de déposer des documents dans un système de référencement, dans un entrepôt de données, qui finalement allait vous dire OK, enfin, et vous pouviez avoir ensuite un contrôle a posteriori, qu'aujourd'hui, on passe dans un autre système, qui est un système où on va devoir démontrer, expliquer a priori et non pas forcément a posteriori pour pouvoir obtenir sa certification. Et que tout cet ensemble-là, c'est une obligation pour pouvoir bénéficier des fonds publics et mutualisés. Si vous n'êtes en aucun cas ni vos clients, ni vous sur des fonds publics ou des fonds mutualisés, vous n'avez pas forcément de nécessité à vous faire certifier, à être certifié Calliope au 1er janvier 2022. Voilà pour cette première partie. Ensuite, donc, dans une deuxième partie, je souhaitais vous parler de la certification Calliope et puis des labels qui sont aussi reconnus par France Compétences. Voilà. OK. Donc, les instances de certification. Alors, en tant qu'organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences, on peut choisir librement l'organisme certificateur que l'on souhaite. Et dans ces organismes certificateurs, ils sont de deux natures, on va dire, hein. On peut avoir un organisme certificateur accrédité par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, voilà. Le ministère du Travail diffuse la liste de ces organismes certificateurs, voilà. Au 6 mars 2020, il y avait 22 organismes certificateurs qui sont susceptibles de vous certifier et de vous délivrer la marque Calliope. Voilà. Deuxième nature, on a des instances nationales de labellisation. Ces instances nationales de labellisation, elles sont au nombre de 7. Ce sont 7 labels qui sont reconnus à l'heure actuelle par France Compétences. Voilà. Ces 7 labels reconnus par France Compétences sont des labels qui sont reconnus pour
une, deux, 3 ou 4 catégories d'actions. En réalité, sur 3, il n'y en a pas à l'heure actuelle. Donc, pour une catégorie d'action, vous avez 4 labels, le label APP, qualité FLE, l'école de la deuxième chance et les écoles de conduite. Pour 2 catégories, vous avez un label. Et pour les 4 catégories qui sont susceptibles de vous labelliser, donc sur les 4 catégories, vous avez 2 labels. Le label Eduform, donc le label de l'éducation nationale, Véronique, vous le disiez en introduction, moi je suis auditrice et responsable d'audit pour ce label. Et puis un autre label qui s'appelle Certif Région. Alors, ce qu'il y a quand même important de dire, en ce qui concerne donc les organismes certificateurs et les instances nationales de labellisation, c'est que les instances nationales de labellisation vont vous délivrer le label qu'elles proposent et Calliope, on va dire entre guillemets, embarqué avec le label qu'elles proposent. Voilà. En fait, elles intègrent Calliope à leur système de labellisation. D'une manière ou d'une autre, la manière de faire n'est pas identique pour chacun des labels. Voilà, donc vous avez ces 2 possibilités. Je reviens sur ces 2 possibilités avec cette logique. Hein. Vous êtes parti de gauche du diaporama, la Hongrie. Donc, vous faites appel à un certificateur. Donc, vous devez mettre en place un système qui va être conforme au référentiel national qualité. Vous allez avoir un audit initial, hein, un audit de certification. Et si dans votre audit initial, votre audit de certification, ben, vous réussissez cet audit de certification, vous aurez Calliope, en fait, la marque de certification, on vous délivrera la marque de certification Calliope pour une durée de 3 ans. Concernant les instances nationales de labellisation, je vous ai dit qu'elles intégraient Calliope à leur système de labellisation. Elles sont plus exigeantes, hein, elles couvrent des champs spécifiques, elles sont plus exigeantes. Si je prends le référentiel d'Eduform, il y a 44 indicateurs dans le référentiel d'Eduform qui précisent certains indicateurs du RNQ ou alors des indicateurs qui ne sont pas dans le RNQ. Mais en tout cas, l'ensemble du RNQ est intégré au référentiel du label et donc il faut être conforme au RNQ, conforme au label, mais l'un étant intégré et embarqué, on va dire, dans l'autre, et puis de la même manière, avoir réussi votre audit initial pour pouvoir vous voir délivrer ensuite le label et Calliope. Calliope étant embarqué en fait dans la labellisation. Alors par contre, attention, un point important, c'est que si vous ne satisfaisez pas à l'ensemble des exigences qui sont celles qui sont proposées par le label, les instances nationales de labellisation n'ont pas la possibilité de vous délivrer seulement Calliope. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est soit vous avez le label plus Calliope, soit si vous échouez, il faut tout recommencer. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point important. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc maintenant qu'on est passé à ça, je voulais passer à la partie suivante, donc parler des caractéristiques des audits. Alors, donc là, c'est une diapo qui est un petit peu compliquée. J'ai essayé de faire un tout en, enfin un peu compliqué, je ne sais pas, qui essayait de faire un tout en un. Donc ça, c'est le cycle de vie de la certification. Donc, je vous ai dit audit initial. Vous avez la possibilité de bénéficier d'un audit initial allégé, aménagé, si vous bénéficiez, si vous avez à l'heure actuelle une certification reconnue par le CNEFOP. Donc, dans l'acte 1 hein, de la qualité, vous aviez la possibilité d'être certifié et donc il y a une liste de certifications reconnues par le CNEFOP. Si vous détenez l'une de ces certifications et que votre certification est toujours active au moment de votre demande de labellisation, vous bénéficiez d'un audit aménagé, d'un audit allégé. Donc, votre audit aménagé et votre audit allégé ne comportent pas tous les indicateurs. Donc, ils comportent simplement un certain nombre d'indicateurs communs, il y en a 9, et puis tous les indicateurs spécifiques qui concernent les catégories d'actions que vous avez demandées. Voilà. L'audit initial, son objectif, c'est de viser à obtenir la certification. Il se déroule sur site. Il va vous permettre d'obtenir la certification, donc Calliope, ou alors si vous avez fait appel à une instance de labellisation, Calliope et le label.
hein. Ensuite, donc c'est un cycle de 3 ans. La validité du certificat, elle est de 3 ans. Dans la durée de ce cycle, à peu près au milieu de la durée de ce cycle, vous aurez un audit de surveillance, hein, donc l'arrêté du 6 juin qui concerne les modalités d'audit dit que cet audit de surveillance a lieu entre le 14e et le 22e mois suivant la date d'obtention de la certification. Il se réalise en principe à distance et puis dans certains cas, il va se réaliser sur site. Voilà. Vous aurez ensuite, dans le cycle de votre label, un audit de renouvellement, puisque c'est 3 ans, donc il va falloir demander à être certifié, donc à avoir un audit de renouvellement. Donc l'audit de renouvellement, il doit avoir lieu avant la date d'échéance du certificat, et lui se fera sur place, alors que l'audit de surveillance peut se faire à distance. Voilà. Avant la date d'échéance du certificat, et quand même un certain temps avant, hein, puisque le processus d'audit en lui-même, il prend du temps. Vous avez aussi d'autres audits possibles. Vous avez un audit d'extension de certification qui est possible. Imaginons que vous ayez demandé une certification pour les actions de formation et puis que vous souhaitiez obtenir une extension sur les bilans de compétences ou sur la VAE. Donc ça se rappellera, donc ça sera un audit d'extension de la certification, donc sur une nouvelle catégorie d'actions qui n'était pas comprise dans le certificat déjà détenu. Et cette demande d'audit d'extension peut avoir lieu à tout moment du cycle de la certification. Voilà. OK. Donc, je souhaitais vous faire une petite appendice aussi sur la question des non-conformités. L'auditeur, les constats d'audit, hein, ça va être des conformités et puis des non-conformités. Donc, les non-conformités, il peut y avoir des non-conformités mineures ou des non-conformités majeures. La particularité du référentiel national qualité, c'est d'avoir défini et déterminé que certains indicateurs, si l'auditeur constate une non-conformité, sur ces indicateurs-là, il y en a un certain nombre, hein, c'est indiqué dans chacun des indicateurs. Si on constate une non-conformité, cette non-conformité, elle sera obligatoirement majeure. Pour d'autres indicateurs qu'on ne sait pas spécifier, la non-conformité, elle peut être mineure ou majeure. Une non-conformité mineure, c'est une prise en compte partielle des exigences du référentiel qui ne remet pas en cause la qualité du service rendu. Une non-conformité majeure, c'est la non prise en compte ou la prise en compte partielle qui remet en cause la qualité du service. Voilà. Lorsque vous avez une non-conformité mineure, tout ça vous est bien évidemment détaillé hein, dans l'arrêté du 6 juin 2019. Lorsque vous avez une non-conformité mineure, vous devez mettre en place un plan d'action et mettre en œuvre ce plan d'action dans les 6 mois. Et par contre, la vérification de la mise en œuvre du plan d'action se fera au prochain audit, la vérification pardon, de l'efficacité de la mise en œuvre du plan d'action. Si ce sont des non-conformités majeures, donc vous l'avez compris, c'est plus grave. Hein. Donc là, vous avez un plan d'action qui doit être mis en œuvre dans les 3 mois. Vous devez envoyer les preuves qui permettent le constat de retour à la conformité. Voilà. Alors, une petite particularité aussi, 5 non-conformités mineures égale une non-conformité majeure. L'auditeur peut décider qu'il est nécessaire d'aller faire éventuellement un audit complémentaire sur site ou à distance hein, pour vérifier l'efficacité et le retour à la conformité. Voilà. Autre petit point sur les audits, donc le calcul des durées d'audit. Alors, il y a tout un calcul savant, hein, un calcul qui se fait sur les durées d'audit, qui est conforme, c'est un tableau hein, qui est dans le décret du 6 juin. Donc, moi, je vous ai mis 3 exemples. Hein. Un organisme de formation monosite, hein, il y a les monosites, les multisites, qui a 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui fait des actions de formation et de la VAE. Il aura une durée de base d'1 jour. On lui rajoutera une demi-journée pour les actions de formation, une demi-journée pour les actions de VAE. Il aura 2 jours d'audit. Voilà, un organisme beaucoup plus gros. Hein, vous voyez, je vous ai mis un organisme multisite hein, qui a 40 sites de réalisation, 2,5 millions de chiffre d'affaires pour des actions de formation
formation, de bilan de compétences et de VAE, lui, il va se trouver avec 5 jours d'audit. Et puis, par contre, le dernier cas que je vous ai proposé, c'est un organisme monocyte qui, lui, détient une certification validée, enfin reconnue par le CNEFOP, valide au moment de sa demande de certification. Lui, va se trouver avec 0,5 jours d'audit, voilà, puisque son audit est allégé. Après, tous les calculs sont possibles. Il suffit de prendre des catégories, de prendre le tableau et de faire ces petits calculs pour voir votre durée d'audit. Voilà. Donc, en résumé, les audits, ben, la durée, elle varie en fonction du chiffre d'affaires de la structure, de sa taille et des catégories d'actions concernées. Donc, actions de formation, VAE, bilan et apprentissage. Alors, les audits, c'est important de les anticiper parce que préparer un audit, monter un système qualité, c'est quelque chose dans lequel on investit du temps. Alors, souvent, on voit l'argent qu'on met dans l'audit, en fait, hein, dans le processus de certification, mais il y a aussi tout le temps en amont que vous allez passer. Et donc, pour vous, c'est souvent en enjeu, et en tout cas, c'est l'enjeu de l'accès aux fonds publics et mutualisés. C'est une espèce de passeport pour accéder aux fonds publics et mutualisés. Voilà. Et puis à retenir, donc, comme j'essaie de vous le dire, que chaque catégorie d'audit correspond à un objectif spécifique. Les critères de choix du certificateur. Alors, comment on va choisir, choisir son certificateur? Je vous ai dit, vous avez déjà une certification qui est reconnue par le CNEFOP, par exemple. Ben, moi, je veux peut-être vous dire qu'à ce moment-là, votre certificat, vous avez donc déjà un certificateur. Certificateur, vous le connaissez, il vous connaît, c'est peut-être déjà quelque chose de plus facile. Et puis, donc, si vous avez une certification reconnue par le CNEFOP, ben, vous pouvez avoir donc un audit aménagé avec donc la partie des indicateurs communs plus les indicateurs spécifiques qui vous concernent. Voilà. Ça c'était un premier indice. Euh, Ensuite, bah, si vous n'avez pas de, et puis donc certains de ces labels ou de ces certifications reconnues par le CNEFOP ont adapté hein, leur référentiel et leurs exigences et se sont fait reconnaître par France Compétences et sont dans la liste des 7 labels reconnus par France Compétences qui peuvent vous délivrer leur label plus Calliope. Voilà. Si vous n'avez pas de label aujourd'hui et que vous vous dites mais pourquoi est-ce que j'irai ou pourquoi est-ce que je n'irai pas vers l'un des 7 labels reconnus par France Compétences, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est intéressant dans ma démarche actuelle? Est-ce que dans les spécificités de ce label, il y a quelque chose qui relève de mon champ d'activité, quelque chose qui relève de mon écosystème et de mon environnement, de mes pratiques pédagogiques? Est-ce que ça me permet d'intégrer aussi un réseau d'échange, un réseau de partage avec d'autres professionnels? Voilà. Et puis, quelles sont les particularités du label qui m'est le plus proche? Et puis après, il faut que vous vous posiez aussi des questions. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès à ce label? Par exemple, pour Eduform, il faut que l'organisme dispense au moins un diplôme de l'éducation nationale. Donc, il faut que vous vous renseigniez aussi sur les labels, quelles sont leurs particularités, quelles sont leurs spécificités. Et du coup, autour de tout ça, c'est la plus-value. Quels avantages allez-vous en tirer ou pas? Est-ce que ça va vous amener aussi dans un processus d'amélioration continue qui vous intéresse? Et puis, du coup, est-ce que ça peut vous amener une plus-value ou pas au regard de vos clients et de l'ensemble de votre écosystème? Posez-vous aussi la question, je vous ai dit, ces labels reconnus par France Compétences, ils couvrent ou pas les 4 champs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en termes d'action? Et demain, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que demain, peut-être, vous aurez besoin d'être certifié sur 2, 3 ou 4 catégories d'actions? Ça, c'est aussi un autre élément important à prendre en compte. Voilà. Après, dans les critères de choix du certificateur, et là, voilà, je suis plus sur les certificateurs
Calliope, en fait, sur Calliope. Est-ce qu'ils connaissent Alors, je vous dis, il y en a 21 ou 22 à la date d'aujourd'hui. Il y en aura peut-être un petit peu plus tard, je ne sais pas. Il faut les regarder de temps en temps. Est-ce qu'ils connaissent votre secteur d'activité? Est-ce qu'ils ont une antériorité, en fait? Est-ce qu'ils sont bien connus ou pas sur le marché? L'expérience de l'organisme, l'expérience des auditeurs dans le champ de la formation professionnelle, est-ce qu'ils étaient déjà sur ce champ-là précédemment? Puis moi, je me dirais qu'il y a aussi bien d'autres critères, leur rayon d'intervention, leur présence sur le territoire, la proximité géographique qu'ils peuvent avoir par rapport à vous. Est-ce qu'ils ont des bureaux qui sont pas loin? Est-ce qu'ils ont des possibilités pour que leurs auditeurs interviennent à des dates qui vous conviennent, puisqu'il y a beaucoup d'organismes de formation d'organismes qui sont susceptibles d'intervenir, qui interviennent sur des fonds mutualisés, sur des fonds publics et mutualisés, et donc qui sont susceptibles de demander la certification Calliope. Donc, il risque d'y avoir des engorgements pardon, à un moment donné. Voilà. Et puis, est-ce qu'ils vous proposent des outils, un accompagnement, voilà, quelle est leur offre complémentaire en fait. Et puis après, il y a toute la question des tarifs. Alors moi, j'essaie de vous mettre un petit peu des éléments de réflexion autour des tarifs. C'est quoi leur court journée? Essayez de comparer des coûts journée pour chacun d'entre eux. Est-ce qu'ils vous rajoutent des frais techniques, des frais administratifs? Est-ce qu'ils ont des frais d'émission dus ou des certificats? Est-ce qu'ils vous rajoutent des frais de déplacement éventuels, d'où la notion de la proximité et de la présence sur le territoire? Qu'est-ce qu'ils comprennent dans la proposition commerciale qu'ils vous font? L'audit initial, l'audit de surveillance, l'audit de renouvellement? Quel tarif pour les éventuels audits complémentaires, audits d'extension, audits de renouvellement, voilà. Est-ce qu'ils comprennent un pré-audit éventuel ou pas, un audit à blanc? C'est tous ces éléments-là que vous devez regarder et si vous avez que, un coût global et ben, il faut que vous demandiez des détails pour pouvoir comparer plusieurs propositions commerciales. Sachant qu'il ne faut pas vous en offusquer, ils vont vous demander des justificatifs éventuellement, pour pouvoir, calculer, votre durée d'audit, voilà, pour pouvoir calculer un certain nombre de choses. Et ces justificatifs sont ceux qui sont mentionnés dans l'article 1 de l'arrêté du 6 juin. Voilà. J'ai essayé de faire un petit résumé. Le choix, est-ce que vous allez choisir Calliope ou un label avec Calliope aussi? Posez-vous des questions sur vous, sur votre organisation, sur votre environnement économique, sur aujourd'hui, mais aussi le moyen et le long terme. Et puis ensuite, demandez plusieurs devis et puis comparez-les en demandant des précisions avec notamment les éléments que je vous ai proposés tout à l'heure. Voilà. Nous allons passer à la dernière partie, les différentes phases des audits. Je vois que le temps file. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Ensuite, donc les différentes phases de l'audit. Alors, je vous ai mis avant, pendant, après. C'est un peu comme quand on déroule une formation. Il y a avant, pendant, après. C'est un petit peu du premier bonjour et du premier contact jusqu'au dernier au revoir, jusqu'à la délivrance du certificat. Il y a toute la partie dans l'amont de déclenchement de déclenchement de l'audit. Et dans le avant, je dirais que c'est aussi quand même les conditions de réussite des audits qui sont dans toutes ces phases. Pour le déclenchement de l'audit et l'amont, c'est de bien avoir donné tous les éléments qui permettent aux auditeurs de construire un plan d'audit, on va dire, qui est un plan d'audit intelligent, d'avoir répondu à leurs questionnements, d'avoir répondu à leurs demandes. Vous n'êtes pas obligé de tout donner. Si ça vous interpelle, il faut que vous demandiez aux auditeurs, à l'équipe d'audit, aux responsables d'audit, pourquoi ils vous demandent ces éléments-là ou pourquoi ils vous posent ces questions-là. Pour eux et dans la tête de l'auditeur, c'est préparer les activités d'audit sur site. L'audit, c'est relativement court, il y a besoin de voir beaucoup de choses et l'auditeur, il a besoin de bien préparer tous ces éléments-là. Voilà. Dans le pendant, après, il y a la réunion d'ouverture. La réunion d'ouverture, l'objectif, c'est de vérifier que tout va bien se dérouler comme on l'a prévu, qu'il n'y a pas d'imprévu je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas disponible, malade, etc. Enfin, auquel cas, il faudrait revoir peut-être le plan d'audit. L'important aussi, c'est de rappeler comment ça va se dérouler, les constats, que les gens écoutent, que les gens entendent. L'audit, c'est aussi un outil d'amélioration continue. Voilà. Ensuite, il y a la partie sur site et il y a la partie des entretiens avec les personnes. Là, l'objectif pour l'auditeur, c'est pas un inspecteur, il va écouter, il va poser des questions pour comprendre, il va s'adapter à la taille de l'organisme, il va éventuellement, tout au long de sa durée d'audit,
faire des constatations avec vous, hein, et puis partager ces constatations, hein, voilà. Dans une combinaison d'entretien, de preuves qu'il va vous demander, d'observation, tous ces éléments-là. Ensuite, il y a une réunion de synthèse entre auditeurs, si vous avez plusieurs auditeurs, une équipe d'audit, notamment si vous êtes un gros organisme de formation, que la durée d'audit pourrait être longue, hein, on missionne une équipe d'auditeurs, ça permet de raccourcir la durée. Donc, la réunion de synthèse permet de préparer les constatations d'audit et la réunion de clôture. Voilà, tout ça est suivi ensuite d'un rapport d'audit. Et puis après, peut-être des suivis d'audit avec la délivrance du certificat de la labellisation ou éventuellement le suivi des non-conformités. Voilà. Le plan d'audit, donc je vous parlais tout à l'heure du plan d'audit et je me suis un petit peu appesantie dessus parce que le plan d'audit, c'est une feuille de route qui est souvent sous forme de tableau. C'est précieux pour vous pour informer vos acteurs, pour mobiliser les bonnes personnes au bon moment. Votre temps, il est précieux pendant la durée d'audit et celui de l'auditeur ou de l'équipe d'auditeurs également. Et puis, vous avez un enjeu, on a collectivement un enjeu de réussir l'audit. Voilà. C'est précieux aussi pour préparer votre audit, structurer votre préparation, préparer vos preuves d'audit, vos éléments, voilà. L'auditeur, il a besoin aussi peut-être parfois d'être transporté d'un lieu à un autre, hein, si vous avez plusieurs sites de réalisation, et il a besoin d'être accompagné de toute façon durant toute la durée d'audit. Donc, il travaillera avec vous aussi comment il est accompagné et puis éventuellement la manière dont il va et dont il est accompagné d'un site à un autre si vous êtes multisite. Voilà. Le respect des horaires aussi, c'est extrêmement important. L'auditeur, il veillera, mais vous aussi. Alors, préparer son audit, je vous le disais tout à l'heure, c'est expliquer son activité. L'auditeur, il a besoin de vous comprendre. D'autant plus si votre activité, tout en est sur un champ didactique très pointu, en fait, très spécifique. Et c'est un professionnel, il connaît bien la formation professionnelle, mais peut-être pas cette spécificité-là de la formation professionnelle. Voilà, c'est important de préparer son audit pour tenir à disposition les éléments de preuve, les documents, les supports divers. Veillez à ce que si vous avez besoin de montrer des choses sur Internet, ça soit accessible. Enfin, tout ça, c'est du bon sens en fait. Vos indicateurs de résultats, voilà. L'auditeur, il va vous demander des preuves. Ça fait partie de son travail de demander des preuves. Et l'absence de preuves, ça peut faire l'objet d'une non-conformité le jour de l'audit. Voilà. Donc, être coopératif, répondre aux questions. Je vous le disais, c'est pas un inspecteur. Les questions qu'il va vous poser, elles vont être le plus factuelles possible. Essayez d'y répondre vous aussi de manière factuelle. Il va essayer d'utiliser le mieux possible votre terminologie, vos mots. Si vous ne comprenez pas, il faut le re-questionner en disant j'ai ça, mais est-ce que c'est bien ça que vous voulez me demander? Voilà, c'est un dialogue qui s'engage. Il va s'adapter à vous, mais il faut aussi que vous soyez à son écoute, en fait, être dans la réceptivité. Voilà. Et ne pas oublier que l'audit, au-delà de l'enjeu de certification pour vous, bien évidemment, il est important, mais c'est aussi un outil pour l'action. Ça va vous permettre d'avoir des opportunités d'amélioration. Voilà. Et l'auditeur soulignera aussi les bonnes pratiques que vous avez. L'audit, ça a pour but d'obtenir des preuves tangibles. C'est pour ça qu'on se rend sur place aussi et d'évaluer de manière objective, c'est-à-dire avec des preuves, la conformité aux exigences du référentiel. C'est des outils de progrès pour vérifier le bon fonctionnement de votre système de management de la qualité, de vos processus et puis d'avancer dans l'amélioration continue et dans votre démarche. Le rapport d'audit, donc, il est rédigé par l'auditeur, il est envoyé à l'organisme, il est envoyé au certificateur. Attention, c'est pas l'auditeur qui délivre ou non la certification. Voilà. La décision, elle est prise par un comité de certification ou une commission de labellisation. Le rapport d'audit sert d'appui. C'est délivré par l'organisme certificateur et puis ça comprend un certain nombre de mentions. Je voulais vous dire aussi là que Calliope, c'est une marque déposée par l'État, c'est une marque qui appartient à l'État français, qui vous engage aussi, qui donne des obligations en fait, qui donne des droits, mais qui donne des obligations, et que le certificateur vous délivrera un kit complet avec la charte d'usage de la marque, la charte graphique, les logos, etc., etc. Voilà, vous trouvez ça aussi sur les sites du ministère du Travail. En conclusion, donc, les audits sont des outils d'amélioration des systèmes qualité. La préparation et la coopération sont des éléments importants pour la réussite et le choix de votre certificateur ou de votre organisme de labellisation doit prendre en compte votre environnement, vos objectifs de développement
et que du coup, c'est aussi en fait souvent une question de bon sens. Voilà, je crois que bien qu'ayant dépassé, je suis arrivée à la fin de ma présentation. Et du coup, voilà, peut-être avez-vous quelques questions à poser. Merci en tout cas. Merci Pascal Séniquette pour votre présentation. Alors, j'espère qu'on peut m'entendre puisque a priori j'ai quelques problèmes de connexion. Moi, je Euh, vous entends. Super. Donc, merci donc pour cette présentation très claire. Donc, énormément de questions sur le chat. Donc, alors d'abord, en fait, il y a eu beaucoup de questions donc sur où trouver la liste des certificateurs. Donc, Christelle Masson a répondu dans le chat à Oui, plusieurs reprises. Donc, on peut trouver cette liste des certificateurs donc dans la rubrique qualité de notre site internet et aussi donc sur le site du ministère du Travail. tout à fait. Voilà, elle a donné le lien donc à plusieurs reprises dans le chat, donc vous pouvez le consulter. Alors peut-être juste avant de rentrer vraiment dans les questions, il existe encore des questions sur Datadoc, est-ce que Datadoc va perdurer, etc. Oui, Donc bon, peut-être juste très rapidement pour nous dire que. oui. Alors, oui, effectivement, Datadoc et le système de Datadoc va perdurer. Donc, ce qu'on attend là aujourd'hui, et je pense que ça va arriver assez rapidement, c'est que à partir du moment où on a laissé la possibilité que la certification ne devienne obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2022, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres éléments qui vont être modifiés. Datadog va peut-être les certifications qui étaient les certifications reconnues par le CNEFOP vont certainement faire l'objet de mesures de prolongation en fait pour les organismes qui les détiennent. Je vous dis certainement, attention, je mets du conditionnel. Datadog pour l'instant est un système qui perdure jusqu'au 31 décembre 2020, mais il va certainement être prolongé aussi également. Ils vont arrêter de déréférencer les organismes dont les certifications étaient arrivées, reconnues par le CNEFOP étaient arrivées à échéance. Voilà, donc là, c'est l'actualité qu'il faut qu'on surveille là aujourd'hui avec le système, avec la situation actuelle du Covid, parce que je pense qu'on va avoir très très rapidement un certain nombre de précisions qui vont nous être données. Mais Datadoc perdure encore, oui. Ok. Alors, donc, une question donc sur voilà, les organismes certificateurs ont-ils des spécificités métiers pour les organismes voilà, qui délivrent des formations plus métiers? Alors, je ne dirais pas que donc on est sur les organismes certificateurs qui permettent de certifier sur Calliope, donc et uniquement Calliope. On laisse de côté cette instance nationale de labellisation. Donc sur ces organismes certificateurs, oui, allez voir sur leur site. Certains d'entre eux ont une très grande antériorité, connaissent très bien le système de la formation professionnelle. D'autres aussi sont des organismes de certification qui certifient, donc pas sur la qualité pour les organismes de formation, mais dans d'autres champs et sur des champs un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus sur des métiers particuliers. Si vous êtes sur ces champs-là, ça peut être intéressant de s'adresser à eux. Voilà. Mais vraiment, allez regarder les sites internet. Alors, c'est sûr, il y en a 21, ça fait pas mal de sites internet à aller voir, mais vous regarderez aussi comment ils se présentent, quoi. Voilà, leurs particularités. Et puis, n'hésitez pas à les appeler et à les questionner aussi sur, voilà, nous, on est un organisme de formation spécialisé là-dedans. Est-ce que c'est un champ de métier que vous connaissez bien ou pas? Voilà. Ok, donc la réponse donc sur leur site internet a ciblé donc quelques Mm. précisions. Donc une autre question sur quel intérêt ou quelle plus-value il peut y avoir donc à avoir un label un label délivré par une instance de labellisation plutôt que Calliope. Oui.
Alors, l'intérêt, lorsqu'on était dans le système, je vais dire Datadoc, hein, pour faire simple, l'intérêt d'une certification, c'était une manière de se démarquer en disant, ben, on n'est pas sur la valeur plancher, hein, des critères et des indicateurs, on va au-delà puisqu'on a une certification. Aujourd'hui, on est dans un système de certification obligatoire. Attention, toujours à partir du moment où on veut bénéficier des fonds publics et mutualisés. Donc, ça veut dire que on va tous être certifiés. Tout le monde va être certifié sur Calliope. Donc, le fait d'être certifié par une instance de labellisation, c'est soit parce que vous êtes sur un champ particulier, je pense aux écoles de conduite, mais voilà, celles-là, on va les laisser de côté. Enfin, c'est un champ particulier. Ou alors parce que vous voulez avoir aussi un argument commercial. Un argument commercial en disant, voilà, de toute façon, on est certifié Calliope, donc on respecte les exigences et les normes, hein, on a notre passeport pour pouvoir rentrer sur ce champ des fonds mutualisés. Et des fonds publics. Mais au-delà de ça, on offre aussi à nos clients, on offre aussi à nos bénéficiaires des complémentarités en fait, ou des spécificités, soit parce qu'on est plus sur de la personnalisation, soit parce qu'on est plus sur de l'accompagnement, voilà, au regard des exigences complémentaires que que les instances nationales de labellisation ont mis dans leur label. Voilà. Soit parce que aussi ces labels-là intègrent, par exemple, c'est aussi le cas des Duform, intègrent une partie de pilotage et que vous, ça vous intéresse aussi d'avoir ces éléments de pilotage. Ok, Donc c'est à la ok. fois interne et externe, si vous le voulez. Donc externe parce qu'on apporte une plus-value à nos clients, à nos bénéficiaires, un Mm. avantage concurrentiel, et puis ça peut être aussi un avantage à l'interne dans le cadre de l'amélioration continue et du management de la qualité. Ok, merci pour cette précision. Donc, il est 16h15. Donc, je vous soumets encore deux questions et puis on va s'arrêter là. Donc, une question qui va certainement intéresser peut-être pas mal de formateurs indépendants. Donc, par rapport aux audits, donc les formateurs indépendants donc qui se déplacent dans les entreprises uniquement, donc qui n'ont pas de Oui, site propre. oui. Où est-ce que se fait l'audit? Ben, l'arrêté, en fait, du 6 juin, de juin 2019, en fait, l'a précisé, hein. Donc, l'audit se déroule en principe sur site, donc dans le site de l'organisme, sinon dans un site qui est convenu entre l'auditeur, l'organisme auditeur et l'organisme audité. Ok, merci. Et donc une dernière question, donc même si vous en avez déjà donné, donc est-ce qu'on peut avoir donc quelques exemples de non-conformité? Donc tout à l'heure vous nous avez dit l'absence de preuves. Peut-être est-ce qu'on peut avoir un autre exemple de non-conformité? Prenons par exemple. Alors d'abord, vous avez des choses qui sont décrites, hein, de toute façon, dans le guide de lecture du référentiel. Euh, je sais pas, je vais prendre un indicateur qui concerne les apprentis, qui concerne l'apprentissage. Il y a l'indicateur, je le reprends hein, parce que je les ai pas pris tous par cœur encore, hein. Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et salariés, ainsi que les règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. Si l'organisme ne fait rien sur ce champ-là, ne met rien en œuvre et n'est pas capable de démontrer en fait qu'il y a une information des apprentis, là en fait on aura une non-conformité et en l'occurrence sur cet indicateur-là une non-conformité majeure. D'accord, d'accord. Ok. Donc en tout cas voilà, ah, ben, je vois que Mais donc ça peut être des effectivement supports Pascal. d'information, de Ah, contractualisation, voilà, enfin un certain nombre d'éléments qui seront apportés comme éléments de preuve. d'accord. Donc l'absence de preuves, voilà, donc à tout niveau Mm. est une non-conformité Ou donc quelque majeure. chose qui n'est pas mis en œuvre en fait, hein, qui est une exigence et que cette exigence n'est pas mise en œuvre. Voilà. D'accord, d'accord, très bien.
Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Alors, Je vous c'est en vrai prie. qu'il y a encore pas mal de questions, mais on est arrivé donc maintenant à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie en tout cas, Pascal, hein, pour votre intervention, pour les questions, donc pour les réponses que vous nous avez apportées. Donc, vous pouvez vous pourrez maintenant évaluer donc ce webinaire avant de partir. Et puis, je vous remercie par avance donc de répondre aussi à l'évaluation qui va vous être envoyée par mail. Donc, je rappelle que vous pouvez avoir un certain nombre d'informations sur notre rubrique réforme de notre site donc via compétences, ainsi qu'une rubrique dédiée à la qualité. Donc, le replay de ce webinaire sera disponible donc dans quelques jours sur notre site internet. Donc, vous pourrez également le consulter ou le reconsulter. Donc, je vous remercie en tout cas de votre confiance. Donc, d'autres webinaires, d'autres sessions de formation suivront. On va essayer aussi de s'adapter à ce contexte. Donc, du coup, il faudra bien penser à regarder notre site pour voir les prochains événements qui vous seront proposés par rapport soit à la réforme, soit à d'autres thématiques. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et profitez du mieux possible de cette période historique, inédite. Et il n'y a que dans cette période d'adaptation qu'on pourra tous trouver des solutions ensemble. Merci à tous en tout cas et très belle fin de journée. Merci également, Véronique. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci.